Salut à tous et à toutes et bienvenue dans cette ciné-critique consacrée à Avengers Endgame. Avengers Endgame, véritable climax du Marvel Cinematic Universe. On y retrouve les survivants d'Infinity War, ainsi que Captain Marvel cherchant un moyen de retrouver Thanos et de tout faire revenir à la normale. À présent, je vais vous donner mon avis sur ce film dans une partie no spoil. Malgré un début difficile et très particulier, le film réserve beaucoup de surprises. Chaque personnage d'Infinity War reçoit un traitement scénaristique très bien ficelé de l'après-Thanos. Les 3 heures de film s'enchaînent au final assez bien, personnellement je ne les ai pas vus passer. Pour cela, dans le but de nous emmener à un climax spectaculaire. Si je devais définir le film en un seul mot, ce serait surprenant. Car en effet, le film promet énormément de surprises. En finalité, je m'étais pas décidé s'il était le meilleur film du MCU ou le pire. Je dirais que c'est juste la meilleure des conclusions. Partie spoil, et si vous êtes là, je considère que vous avez vu le film, au coup vous fichez complètement du spoil. Donc Avengers Endgame. Qu'est-ce que je vais pouvoir en dire Alors, tout d'abord, donc au tout début du film, on a les Avengers qui, donc on a Captain Marvel qui retrouve Stark et Nebula dans l'espace à bord du c'est pas le Queen Jet, c'est le Milan, et les ramène sur Terre. Et on a toute cette discussion entre les Avengers en se disant il faut retrouver Thanos, il faut le flinguer. Au final, grâce à Rocket, ils finissent par le retrouver. Et quand ils arrivent à Thanos, ils le déglinguent en 4 secondes. Littéralement, le Thanos ne s'est pas défendu. En soi, j'aurais aimé voir un petit combat, même léger, entre les deux parties. Mais en soi, ça correspond bien, je trouve, à la personnalité de Thanos dans Infinity War. Car il a fini, il a gagné. Donc il s'en fiche de mourir ou pas, son objectif est accompli. Donc voilà pour ça. Ah oui, aussi. Parlons de Scott Lang, donc Ant-Man. Un personnage que j'aime bien, qui est sympa et tout. Qui a été piégé dans le monde subatomique à la fin de Ant-Man et la Guêpe, donc entre Infinity War et Captain Marvel. Au niveau des sorties de films, pas au niveau temporel bien sûr. Est revenu dans la réalité grâce à un rat qui se baladait là par le plus grand des hasards. Et ce, 5 ans plus tard. Pourquoi 5 ans plus tard? Histoire de placer histoire de placer, d'installer différentes choses. Notamment Ronin, la nouvelle identité de, je crois qu'il s'appelle comme ça, la nouvelle identité de Barton, ou encore la fille de Tony Stark, Morgan Stark, qui a été teasée dans Infinity War. Je sais pas si vous vous souvenez, mais au tout début d'Infinity War, on voyait Tony et Pepper en train de faire un petit jogging. Ils disent ouais, j'ai rêvé qu'on avait un enfant et ça avait l'air réel. Et c'est devenu réel 6 ans plus tard. Donc je trouvais ça sympa. Donc ouais, Ant-Man qui revient comme ça à cause d'un rat. Ah, ça sent la facilité scénaristique, je trouve personnellement. Après, je pense pas qu'il y ait de véritable explication à ça. Genre vraiment, là pour le coup, bon. Ensuite, Thor et la nouvelle Asgard. Thor qui est entré dans la dépression et qui est devenu une espèce de pochetron intersidéral. C'est incroyable. La nouvelle Asgard, qui est un vieux port en Finlande, ou je sais pas, en Scandinavie en tout cas. Cette scène m'a beaucoup fait penser à Aquaman. Mais pas Aquaman le film, mais l'apparition d'Aquaman dans la Justice League. Pour ceux qui ont vu le film, quand Batman arrive dans une ville du Nord, où c'est un petit village de pêcheurs, je cherche Aquaman, un mec barbu. Et Thor était à peu près pareil d'ailleurs, bon, plus gros bien sûr. Mais voilà, c'est un petit parallèle qui m'a fait penser à la nouvelle Asgard. Autre chose qui m'a fait tilter étonné, c'est que la nouvelle Asgard, il y a des Asgardiens dedans. Alors, la question que je me pose, c'est est-ce qu'ils ont du coup pas été tous tués? Non, ils n'avaient pas été tous tués dans Infinity War, puisque Thanos avait dit ouais, je laisse la moitié de ton peuple. Le problème, c'est que Thor a dérivé dans l'espace derrière, donc les Asgardiens, on sait pas ce qui leur est arrivé. Donc bon. Après, peut-être que c'est Captain Marvel qui les a récupérés, mais ils les aurait pas récupérés un an après, quoi. Enfin, elle les aurait pas récupérés plus tard, quoi.
Je sais pas, c'est assez bizarre de ce point de vue-là. Si vous avez une explication, n'hésitez pas à les mettre des théories, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Ça pourrait être sympa à voir. Pour ce qui est de Captain Marvel, justement, qui doit totaliser genre grand max 20 minutes de film sur les 3 heures. On la voit au début, qui sont Stark et Nebula, qui reste un petit peu chez les gardiens, qui va voir, enfin pas les gardiens, chez les Avengers, qui va voir Thanos, et qui à la fin lâche un, bah si vous avez besoin d'aide, appelez-moi. Ce qu'ils ne font pas. Ils ne disent pas à Captain Marvel de revenir quand ils partent dans le voyage dans le passé. Et du coup, elle revient à la fin, elle défonce le vaisseau de Thanos, elle tape la gueule, mais voilà. Captain Marvel, on l'a vu 20 minutes. Bon, c'est comme tous les autres Avengers, vous me direz, on les a vus les 30 dernières minutes de film dans la bataille finale. Mais Captain Marvel, vu qu'ils l'ont introduit juste avant, je m'attendais à une plus grande utilité de ce personnage. Parce que, bon, vous allez me dire, ouais, mais c'était pour qu'ils puissent aller récupérer Stark et Nebula. Non, ils peuvent se servir du Queen Jet pour ça. Stark en a conçu plusieurs, et le Queen Jet, ne dites pas qu'il veut pas voler en l'espace, comment Hulk a fait pour atteindre la stratosphère. Ah, il peut pas voyager en intersidéral. Ouais, bon, en vrai, Banner, il aurait pu le faire. S'il a inventé une semi-machine à voyager dans le temps et que Stark l'a fini derrière, je pense que c'était réalisable. Oui, l'introduction aussi d'un nouveau super-héros, entre guillemets, hein, avec Pepper, qui a sa propre armure, et d'ailleurs qui est teasé au début du film. Tu vois Morgan Stark qui a le casque de Pepper, et Stark lui balance un ah, tu vois, chérie, maman ne met jamais ce que va lui donne. Et à la fin, elle arrive avec son armure, elle se bat aussi bien que Stark, elle démonte les Shitori. Et avant, tu te rappelles, tu fais attends, elle l'a jamais mise, et elle les démonte. Ok, pourquoi pas. Et d'ailleurs, je crois que son nom, alors j'ai cherché un petit peu, je crois que je l'ai trouvé, c'est Rescue. Elle était apparue dans les comics. Donc Pepper. Vous avez vu, je confondais avec. Excusez-moi. Je confondais avec. Merde, Iron quoi Ironheart. Je confondais avec Ironheart au début. Mais au final, non. Apparemment, c'est Rescue, de ce que j'ai vu. Donc voilà. Pour le voyage temporel, disons qu'il y a des moments qui font sourciller un peu. Je m'explique. Notamment un moment, pourquoi quand Nebula et War Machine reviennent dans le passé au moment 2014, scène très drôle avec Star-Lord où il chante tout seul d'ailleurs, pourquoi la mémoire interne de Nebula est connectée à l'ancienne Nebula alors que l'armure de Rhodes ne s'est pas connectée à l'autre armure du Rhodes de cette époque. J'aurais trouvé ça logique, vous voyez. Comme elle a une mémoire mécanique, l'armure de Rhodes doit avoir une intelligence artificielle, je crois, ou alors au moins une mémoire à court terme pour les informations, etc. Pourquoi elle s'est pas connectée du coup avec l'autre armure? Pourquoi l'un et pas l'autre? Voilà, ça c'est une. Parce qu'en plus, en 2014, War Machine est là, puisque 2014, c'est les Gardiens de la Galaxie, et avant les Gardiens de la Galaxie, il y a eu Iron Man 2 et 3. Là où on a vu par War Machine. Donc oui, complètement. Donc voilà, c'est une question que je me suis posée aussi. Et tant qu'on est dans les voyages dans le temps, parce que Dr Hulk, donc Hulk et Doctor Strange, Hulk et Banner qui ne font enfin qu'un, expliquaient que le voyage dans le temps, si on influe, si on revient dans le passé, qu'on change de passé, ça n'influera pas notre futur. Pourquoi? Parce que quand on est dans le passé, notre passé est notre futur. Voilà. En gros, à la fin du film, quand Captain America revient dans le passé et refait sa vie avec Carter, ça veut pas dire que Captain America n'a jamais existé. Au contraire, si Captain America a existé, a vaincu Crâne Rouge dans la Seconde Guerre mondiale, s'est congelé dans la glace. En fait, il y a eu deux Captain America en même temps. Il y a eu le Captain America, qui était donc dans la glace et qui est devenu un membre des Avengers, et celui qui a fait la même chose que Captain America, mais qui retourne dans le passé pour vivre avec Pepper. Pas avec Pepper, avec Carter. Sachant qu'on ne peut pas invalider ça, puisque quelque chose que j'ai trouvé pas mal, mais je sais pas si c'est fait exprès, Carter a Alzheimer quand on la voit dans c'était Civil War. Je crois que c'était Civil War. Quand on la voit dans Civil War, donc on n'est même pas sûr qu'elle se souvienne encore si elle a vraiment passé sa vie avec lui,
à ce moment-là déjà, ou si effectivement elle l'a jamais fait. Mais de toute façon, c'est perpétuel. Le deuxième Captain America qui va revenir derrière va également refaire ce qu'il a fait, etc., etc. C'est un mouvement perpétuel. Mais avec toujours un Captain America, deux Captain America de chaque côté. Du coup, on est en droit de se poser la question de est-ce que il n'y a pas un deuxième Loki vivant, du coup, vu que au moment où ils reviennent à l'époque de Avengers 1, dans les rues de New York, Loki chope le Tesseract et se barre avec. Du coup, ça veut dire que Loki est techniquement... Bon, Loki est mort, mais Loki n'est pas mort, du coup. Loki du passé n'est pas mort. Ce qui veut dire que, pareil que pour Captain America, on a dû avoir deux Loki, dont un qui est mort face à Thanos dans le début de Infinity War, et celui qui s'est échappé du film Avengers. Sinon, sinon, pourquoi est-ce qu'ils auraient montré cette scène? Pourquoi est-ce qu'ils auraient fait se téléporter Loki si c'est pas pour faire tilter quelque chose ou pour valider une thèse ou une hypothèse, ou même tout simplement pour dire bah ça, regardez les mecs, on a fait ça, ça sert pas à rien. Ça ne sert pas à rien. Donc voilà, ça c'est mon hypothèse sur tout ce bordel. Pour ce qui est de la bataille finale, elle est extraordinaire. Je pense que je peux le dire. Hein. De tous les films que j'ai vus, j'ai jamais vu un aussi beau combat final. Et c'est encore plus un combat final puisqu'il termine le film, mais il termine aussi la saga L'Infini. Bon, pas exactement, parce que Far From Home qui doit vraiment clore cette saga, mais il compte pas. Un peu comme Ant-Man et la guêpe après un peu comme Ant-Man après Avengers 2. On avait besoin de lui, mais il faut faire. Quoi, de la bataille extraordinaire, le moment où Captain America dit Avengers rassemblement et qu'ils sont des centaines derrière avec l'avancement, c'est franchement une scène très forte et très très cool. Je n'ai pas aimé Captain America avec Mjolnir. Voilà, je le dis. Je n'ai pas aimé que Captain America ramasse le marteau de Thor. Pourquoi? Et c'est même pas du fait que je n'aime pas le personnage de Captain America. C'est que j'avais trouvé très drôle dans Avengers 2 que le marteau se soulève légèrement, Captain America le tire, parce que il est ultra costaud. Alors que, quoique. Parce que d'un côté, t'avais Hulk qui avait même pas réussi à le faire bouger dans Avengers 1. C'est-à-dire qu'il était peut-être un tout petit peu digne, un tout petit peu. Sachant qu'il a bien fait le con dans Civil War. Je sais pas. Je sais même pas si c'est dans les comics ça aussi d'ailleurs. Captain America avec Mjolnir. À voir, je sais pas. Moi personnellement j'ai trouvé ça... Surtout je plains le Thor du passé, je suis Mjolnir. Sauf si Captain lui a rendu en passant dans le passé. Ça on sait pas trop. Donc bon. Qu'est-ce qu'on peut dire sur la bataille finale? Thanos est surpuissant. Genre même sans les pierres, je l'ai même trouvé... J'avais l'impression qu'il était plus puissant encore qu'avec les pierres d'infinité. Et ça, quand on voit les autres qui arrivent, Stark qui se prend une mandale qui dégage, il a affronté tout le monde, il les a démontés. Une scène qui était très drôle aussi, c'est quand Captain Marvel l'attrape, il lui met un coup de boule, elle bronche pas une seule seconde, et après il chope l'une des pierres pour lui mettre une taloche dont elle se souviendra toute sa vie. Donc voilà, et puis pour continuer sur Thanos, Thanos devient un extrémiste sur la fin. Enfin, le Thanos du passé, du coup, devient un extrémiste sur la fin. Et en soi, c'est un raisonnement que je trouve logique. Où il se dit, enfin, logique dans la tête à Thanos, hein, déformez pas ce que je dis. Logique dans la tête à Thanos, c'est-à-dire qu'à la base, il veut tuer la moitié des membres de l'univers, enfin, des espèces vivantes de l'univers, pour assurer à l'autre moitié sa survie. Or, il se rend compte qu'il y a des gens très très puissants dans la galaxie qui n'acceptent pas ça, les Avengers en d'autres termes, et donc il se dit que le seul moyen de faire ce qu'il veut faire, c'est une action, mais sans retour, sans que personne n'en soit conscient. C'est-à-dire détruire l'univers et en recréer un nouveau avec les pierres d'infini. Voilà, c'est un peu dommage parce qu'en soi, ça peut être deux choses. C'est comme pour le film en fait. Ça peut être deux choses. Soit on perd toute la valeur du développement de Thanos dans Infinity War, soit on le conclut.
Voilà, ça peut être ces deux choses. Je préfère croire que c'est une conclusion à Thanos, sachant que c'est une conclusion de sa version du passé à son lui du futur. C'est bon. Une tantinée réversible, on va dire. Donc bon. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Ah, la scène Girl Power. Ne vous méprenez pas, cette scène était très cool. On voyait tout l'ensemble des personnages féminins, RIP Black Widow, euh, face à l'armée de Thanos. Je l'ai trouvé très joli ce plan. Mais c'est vrai que ça me fait penser où je discutais avec un ami où il me disait ouais c'est vrai que les messages dans les Marvel c'était coup de poing en pleine gueule. Et je suis assez d'accord que c'était un coup de poing en pleine gueule. C'était très cool hein. Mais le message il est là. Tu le vois, tu ne peux pas le rater. À moins d'être aveugle et sourd, tu ne peux pas le rater. Et auquel cas, qu'est-ce que tu fous ici? Je sais pas. Donc bon voilà. La scène finale, quand Tony Stark met les 6 gemmes d'infinité sur son bras, son banc, les active, c'est la première fois. Alors je suis un grand sentimental pour ce genre de choses. C'est la première fois que je pleure autant à la mort d'un personnage. Tony Stark et Iron Man, c'est par mon personnage de tout l'univers Marvel, mon personnage préféré. C'est le personnage que j'ai adoré. Pour moi, mon meilleur film du MCU, c'est Iron Man, le tout premier. J'adore ce film, je l'ai vu je sais pas combien de fois. Et sa mort m'a énormément touché. Elle m'a énormément. Elle m'a fait du mal en fait. J'étais vraiment triste. J'étais vraiment triste. Donc voilà, la mort de Stark et son enterrement. Son enterrement, on a bugué sur la fin avec les amis avec lesquels je suis allé voir le film. C'est qu'il y avait un gars qui était derrière. On en connaissait tous les gens qui étaient à l'enterrement, sauf un. Et on s'est renseigné après. Et pour ceux qui ont vu le film et qui ne le savent pas, il s'agit de Harley, le petit garçon chez qui Stark a atterri dans Iron Man 3 après l'attaque sur sa villa par les Tizado. Donc voilà, pour ceux qui ne savaient pas, je vous le dis. Donc après la bataille finale, on a quelques scènes sympathiques, notamment Thor qui rejoint les Gardiens de la Galaxie. Donc est-ce qu'on aura les Gardiens de la Galaxie volume 3 produit par James Gunn? Merci qu'il soit revenu. Est-ce qu'on aura Chris Hemsworth, donc Thor, dans le volume 3 des Gardiens de la Galaxie? Ça pourrait être sympa, qui perdent du poids, sans doute. Et du coup, dans cette même scène, on voit Peter Quill, donc Star-Lord, qui cherche Gamora. Parce qu'elle est peut-être revenue, à la vie. Et comme l'actrice de Gamora, je ne connais pas son nom, mais j'ai envie de la citer. Zoé Saldana. Ouais, c'est vrai de ça. Ouais, ça. Zoé Saldana. Donc Gamora. Mais ce que je voulais dire, c'est formidable. Voilà, et crédité, et dans le casting sur le contraire, des Gardiens de la Galaxie Volume 3. Du coup, est-ce qu'on peut se dire qu'elle est effectivement vivante et quelque part, peut-être sur une espèce de plan astral ou je sais pas quoi, peut-être qu'on ne meurt pas vraiment quand on récupère la pierre de l'âme ou quoi. Ce qui voudrait dire que Black Widow est en vie, sans doute. Enfin, ça serait logique. Si Gamora est en vie, ça serait logique que Black Widow soit en vie. Parce que du coup, même le retour dans le passé n'a pas ramené Gamora à la vie. Enfin, normalement. Donc s'il y en a une qui est morte, les deux sont mortes. Si Gamora est morte, les deux sont mortes. Si Gamora est vivante, on peut espérer que Black Widow, slash Scarlett Johansson, soit vivante dans le MCU. Donc, et je vais finir sur ça. Sur la fin, donc on voit Captain America vieux qui confie son bouclier à Wilson et qui lui dit et Wilson lui dit je veux pas vivre dans un monde sans Captain America, et l'autre lui dit oh, y a pas besoin. Il lui donne son bouclier et il donne son bouclier à Falcon, ce qui nous fait un Captain Falcon. Oui, je suis content de ma blague.